Ça va comme ça? Lá, comme ça va. Boa tarde a todos, bem-vindos mais uma vez a essa nova sessão plenária. Nós temos agora a grande satisfação de receber dois expoentes que não são apenas dois grandes expoentes do domínio da semiótica na cena internacional, os professores Denis Bertrand e Diana Luz, pessoa de Barros, mas que, ao mesmo tempo, são pessoas especialmente queridas, especialmente amadas nos panoramas universitários dentro dos quais elas evoluem e em outras partes onde também se pratica semiótica de uma maneira ou de outra. Eu vou muito rapidamente apenas dar notícia de quem são os nossos dois palestrantes dessa mesa. Estou aqui na condição de mediador. Um mediador não é um destinador, do ponto de vista actancial. Mas um mediador sempre aspiraria a ser um destinador. Se não um julgador, quando não um julgador, ao menos um destinador, manipulador. Mas, enfim, não tenho essa prerrogativa, serei apenas um mediador sem mais. E, de todas as maneiras, eu não posso deixar de começar fazendo um agradecimento efusivo ao pessoal da organização do Congresso da Associação Brasileira de Semiótica 2025, está fazendo esse encontro, que está uma beleza realmente, está nos dando muito prazer e muito aprendizado, muitas trocas do maior interesse para nós, todas as tendências teóricas confundidas, todas as tendências reunidas como nós gostamos mesmo de observar. Então, um agradecimento muito especial, não apenas à pessoa da Renata Mancini, que, enfim, a quem já se agradeceu tanto e tanto aqui, merecidamente aqui no nas sessões plenárias, como a comissão organizadora, as pessoas que estão pondo a mão na massa, que são uma equipe incrível, estão fazendo as coisas funcionarem. O professor Denis Bertrand, eu não sei qual dos dois fala primeiro. Sou eu, nós já combinamos. C'est elle qui commence. On va faire. Vamos fazer. D'accord, tout à fait. On va faire du ladies first. D'accord. Ouais. Ele pediu para eu começar. E ainda mais, olha, ouvindo isso de qual destinador? Mas eu disse que não tinha pretensões de destinador. Pelo menos isso. Eu vou primeiro apresentar, então, a professora Diana. Não precisaria realmente de ser apresentada em um meio como este meio profissional, porém eu falo umas rápidas palavras. A professora Diana Luz, pessoa de Barros, é professora emérita da Universidade de São Paulo, desde 2017, quando recebeu esse honroso título. Ela é ex-aluna de Greimas, isso é título. Ela é ex-aluna de Roland Barthes, ela é ex-aluna do professor Bernard Potier. Entre parênteses, eu gostaria de dizer, um tanto injustamente esquecido entre nós, nos dias atuais, o professor Bernard Potier está completando 100 anos de idade. É vivo. Este ano ele completa 1 século de idade. Não é para toda pessoa. Então, a professora Diana foi aluna do professor Bernard Potier, em Paris. É professora do programa de pós-graduação em Semiótica e Linguística Geral da Universidade de São Paulo, aqui no Departamento de Linguística, aqui mesmo na casa. É também membro do corpo docente do programa de pós-graduação em Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie, do qual ela foi
a coordenadora durante diferentes gestões, do mesmo modo como foi a coordenadora do nosso programa de pós-graduação aqui na faculdade. A professora Diana tem uma extensa, um rol muito extenso de responsabilidades que ela assumiu ao longo do tempo. Foi secretária-geral da AUFAL entre 2008 e 2014, foi presidente da Abralim, Associação Brasileira de Linguística, foi membro do Conselho Nacional da ANPOL, Associação Nacional de Pós-Graduação em Letras e Linguística, foi representante da área no CNPq, da área de Linguística no CNPq, entre 2006 e 2009, foi professora visitante da Universidade de los Andes, em Mérida, na Venezuela, e da Universidade de Limoges, na França, e muitas outras distinções e posições importantes para as áreas de pesquisa nas quais ela intervém. Ela é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq. Suas pesquisas se estendem sobre um panorama amplo, ligados à semiótica discursiva, aos estudos da língua falada, à história das ideias linguísticas, e, em especial, à construção semiótica dos discursos intolerantes. A professora Diana tem um grande número de publicações, incontáveis publicações, sem mencionar as muito numerosas pessoas que ela formou em mestrado e doutorado. Entre os seus livros mais conhecidos, eu vou apenas mencionar a Teoria do Discurso, Fundamentos Semióticos, Teoria Semiótica do Texto, Dialogismo, Polifonia e Intertextualidade, a propósito de Bakhtin, juntamente com o professor Fiorin, na organização da obra, Os Discursos do Descobrimento, uma obra também organizada por ela, Preconceito e Intolerância, Reflexões Linguístico-Discursivas, e, muito recentemente, a obra A Construção da Verdade, juntamente com os colegas Paulo de Muro, Regina Gomes e Renata Mancini, pela editora Contexto, aqui de São Paulo. A professora Diana, bom, eu poderia continuar longamente, mas eu vou me ater a essas informações para poder passar a palavra à professora Diana. Depois, acho que em seguida, quando vamos passar a palavra ao professor Denis Bertrand, eu dou uma palavrinha rapidamente sobre o outro palestrante. Você me avisa? 15 minutos? 30 minutos. Aviso. Então, com a palavra, muito obrigado, Diana, com a palavra, a professora Diana Luz, Pessoa de Barros. Bom, eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao Ivan pela apresentação tão generosa, certo? Quero agradecer a todos vocês que estão aqui me ouvindo e, principalmente, aos organizadores do Congresso, pelo Congresso que organizaram e por me terem convidado para participar dessa sessão plenária com o Denis Bertrand, que é um amigo muito especial, certo? Então, e um semioticista que eu respeito bastante. Bom, nesta exposição sobre os discursos negacionistas da história e da ciência, especialmente sobre os relativos às questões climáticas, procurarei mostrar como os estudos semióticos do discurso, ao desmontar esses discursos e expor do que eles tratam e como se constroem, podem contribuir para o tratamento desse problema tão agudo atualmente. Para tanto, examinaremos esses discursos no quadro dos estudos da veredicção, no âmbito dos estudos narrativos e discursivos, sobretudo semânticos, 2, e no espaço da política. Os discursos negacionistas são, entre outros, os que negam o caráter antidemocrático e opressor da ditadura militar no Brasil e afirmam seu caráter brando, patriótico e democrático. Os que não aceitam o nazismo e o fascismo como ideologias de extrema-direita,
os que negam o Holocausto, os que minimizam a desumanidade da escravidão, entre muitos outros. Se alguns negacionismos são quase inofensivos, como o terraplanismo, outros, como o negacionismo climático ou os históricos, têm consequências graves e mesmo perigosas. Diversas publicações em revistas científicas ou de divulgação científica, como a da FAPESP, têm insistido na necessidade de combater o discurso do negacionismo, sobretudo climático, que, por exemplo, legitima para os produtores rurais o desmatamento sem controle. Então, os discursos negacionistas no quadro dos estudos da veridicção. Para tratar desses discursos no âmbito da semiótica discursiva, é preciso, em primeiro lugar, observá-los no quadro dos estudos da veridicção. Para tanto, retomamos alguns elementos da pesquisa que estamos desenvolvendo com bolsa de produtividade do CNPq sobre os discursos da desinformação, que tem sido objeto de estudos de um bom número de semioticistas brasileiros. Os estudos de Greimas dos anos 80, principalmente o contrato de veridicção, forneceram elementos teóricos e metodológicos que permitiram o desenvolvimento de estudos sobre a desinformação. Muito resumidamente, a grande novidade de sua proposta para tratar da questão da verdade é o conceito de contrato de veridicção. O autor define a veridicção, como vocês sabem, como um efeito de sentido decorrente de um contrato enunciativo estabelecido entre o destinador e o destinatário da comunicação, e não pela adequação do discurso a um referente externo. Para tratar atualmente da desinformação e contribuir para a sua desconstrução, os semioticistas do discurso puderam, então, a partir daí, examinar os contratos enunciativos instaurados entre destinador e destinatário das mensagens e, principalmente, as estratégias usadas pelo destinador para obter sucesso no estabelecimento da verdade de sua proposta, ou seja, de fazer parecer verdadeiro. E também importa ver os conhecimentos, crenças e emoções do destinatário que o levam a interpretar a proposta veredictória segundo o acordo realizado ou a recusá-la. Em estudos recentes sobre a desinformação, podemos mostrar, entre outras questões, que, para a construção e boa aceitação da desinformação, dois são os objetivos principais do destinador do texto: o de ganhar a confiança do destinatário e o de promover ajustamento emocional e sensorial entre eles. Que as camuflagens objetivantes e subjetivantes e a ancoragem a atores, lugares e datas que os destinatários reconhecem como existentes são as estratégias mais usadas para obter a confiança do destinatário. Que os procedimentos de organização do discurso e do texto e os diálogos com outros textos e discursos são as estratégias empregadas para propiciar uma interpretação mais emocional e sensorial e promover, assim, a adesão do destinatário. Que esses procedimentos têm em comum o fato de serem contradições, incoerências, rupturas, anomalias de diferentes tipos e em níveis diversos da organização discursiva e textual, que dessa forma dão aos discursos maior intensidade, produzem efeitos de tonicidade e criam laços emocionais e sensoriais entre os sujeitos neles envolvidos. E, finalmente, que os diferentes contratos de veredicção tomam 4 diferentes percursos. Acreditamos que a proposta de percursos de veredicção
foi ou é um dos avanços teóricos que já pudemos dar aos estudos da veredicção. O quadrado semiótico das modalidades veredictórias permite visualizar os 4 contratos principais: o da verdade, o da falsidade, o da mentira e o do segredo. E, além disso, podem ser, nesse quadrado, realizados 4 percursos quando se estabelecem relações entre os metatermos verdade, falsidade, mentira e segredo. Cria-se, a partir daí, um modelo de segunda geração, já previsto por Greimas e Curtês no Dicionário de Semiótica e por Fontany e Zilberberg, intenção e significação. Nele, pode-se propor a verdade e a falsidade como termos primitivos e a mentira ou segredo como seus contraditórios. Há, portanto, 2 quadrados e 4 percursos possíveis, pois cada quadrado permite 2 percursos. Vocês podem ver os quadrados aí, mesmo os falantes de português, porque não dava para passar 2 PowerPoints. Certo? Bom, é isso. Bom, então, esses percursos caracterizam modos diferentes de veredicção nos discursos. No quadrado 1, no percurso A, falsidade, mentira, verdade, tratamos das fake news. No B, verdade, segredo, falsidade, dos discursos negacionistas e conspiratórios, de falsa revisão da história e da ciência, os de que nós vamos tratar aqui. No quadrado 2, no percurso C, falsidade, segredo, verdade, nos ocupamos dos discursos humorísticos e poéticos. No D, verdade, mentira, falsidade, dos discursos de revisão das intolerâncias estruturais, discursos antirracistas, etc. Para operar essas passagens, o destinador do discurso emprega as estratégias que já mencionamos: camuflagens, objetivantes e subjetivantes, ancoragens, anomalias na organização dos discursos e textos, relações com outros discursos e textos. Comparando os 4 tipos de discurso, é possível mostrar, e de contratos veredictórios, é possível mostrar que o quadrado 1, percurso A e B, é o dos discursos da desinformação, fake news e discursos negacionistas, que têm em comum a realização de percursos veredictórios em que a aparência, o parecer, que seleciona a essência e opera as passagens do percurso. E eles se diferenciam porque as fake news afirmam como verdadeiro aquilo que, em princípio, é entendido como falso, e as revisões da história e da ciência negam a verdade do que, de início, é considerado verdadeiro por consenso científico e histórico. São 2 formas, portanto, de construção da desinformação ou da mentira. O quadrado 2, percurso C e D, é o dos discursos que poderíamos, quem sabe, chamar de discursos da informação, em oposição aos da desinformação. Os humorísticos e os poéticos e os de revisão dos preconceitos estruturais, que realizam ambos percursos veredictórios em que a essência, o ser, que seleciona a aparência, o contrário do outro, mas se diferenciam porque os discursos humorísticos e poéticos afirmam como verdadeiro aquilo que, em princípio, é falso, é ficção, é piada. E os discursos de negação ou revisão dos discursos preconceituosos estruturais apontam a falsidade dos discursos preconceituosos. Por exemplo, a falsidade de discursos que afirmam que os nordestinos são preguiçosos, que a raça negra é inferior à branca, que as mulheres são feitas para o trabalho doméstico e de cuidado dos filhos, entre muitos outros.
são dois modos diferentes de construção da verdade e de produzir informação. Por sua vez, a principal diferença entre os discursos do quadrado 1, o da desinformação em geral, e os do 2, o da informação, entre aspas, em geral, foi já apontada. Os discursos de desinformação dos dois tipos operam com o parecer. A aparência seleciona a essência, enquanto os discursos da informação trabalham com o ser, é a essência que seleciona a aparência. Essa proposta permite que se conheçam melhor as organizações e mudanças sociais relacionadas com os usos mais ou menos frequentes dos diferentes tipos de contratos veredictórios nos discursos contemporâneos. Os discursos definidos pelos dois grandes tipos de contratos e seus percursos são, por exemplo, usados preferencialmente por adeptos de posições políticas diferentes no Brasil atual. A extrema-direita emprega nas redes sociais com mais frequência os discursos da desinformação, fake news e discursos negacionistas, enquanto a esquerda brasileira tem preferido os recursos do humor, da poeticidade e da revisão dos preconceitos estruturais. Em síntese, os discursos negacionistas ou de falsa revisão da história e da ciência, nosso objeto nesta fala, são, em relação à veredicção, discursos da desinformação, que operam, portanto, com a aparência e negam verdades já estabelecidas e comprovadas pela ciência e pela história. Nesses discursos, as principais estratégias linguístico-discursivas utilizadas para operar a negação da verdade e a afirmação da mentira são as que visam a ganhar a confiança do destinatário e as de interdiscursividade e de intertextualidade. Nos discursos negacionistas de revisão histórica, predomina o emprego das pessoas do discurso, sobretudo da primeira pessoa. Assim, por exemplo, Paulo Martins, jornalista gaúcho, em discurso de negação da ditadura militar no Brasil, diz que ninguém tirou João Goulart do cargo de presidente. Ele é que fugiu. Eu o vi fugir. Eu acompanhei toda a história. Ou seja, a principal estratégia para negar o golpe militar é a utilização da chamada camuflagem subjetivante, ou seja, o eu se apresenta como fiador da verdade, tanto pelo uso da primeira pessoa, quanto pela afirmação de ter sido testemunha ocular da história, de ter visto Jango fugir, mesmo que os documentos históricos mostram que João Goulart não havia fugido. Ele estava no Brasil, em Porto Alegre, ele foi para o Uruguai apenas no dia 4 de abril. Já nos discursos de negacionismo climático e em outros de negação dos consensos científicos, são usados principalmente os recursos da intertextualidade, com discursos religiosos e pseudocientíficos, como veremos mais à frente. Passemos à questão 2. Entre as estratégias linguísticas, que é sobre a semântica, os estudos narrativos e discursivos, entre as estratégias linguísticos discursivas usadas para estabelecer o contrato de veredicção mencionado e produzir os sentidos dos discursos negacionistas, queremos ressaltar aqui a organização semântica desses discursos em temas e figuras. São principalmente essas estratégias que contribuem para o descrédito da ciência e levam, por exemplo, as pessoas a não se vacinarem, a não se medicarem, com riscos para a saúde pública, que prejudicam as pesquisas científicas, com cortes nos auxílios às investigações e às universidades, que provocam a descrença na escola, sobretudo nas universidades, e nos cientistas e professores vistos como inimigos da sociedade. A natureza, em discursos de gêneros e tipos diversos,
tem sido tratada por meio de diferentes temas, como manifestação e dádiva divina no discurso religioso, como fonte de alimentação e sobrevivência no discurso político da reforma agrária e no do agronegócio, como paisagem e jardim no discurso literário e poético das artes em geral, como recurso financeiro e modo de enriquecimento no discurso político e socioeconômico, e hoje como meio ambiente, discurso ecológico e ambientalista. Os discursos negacionistas do clima são discursos de negação dos discursos científicos ou ecológicos ou sobre o meio ambiente. Esses discursos, os discursos ecológicos, desenvolvem um tema principal, o do papel e responsabilidade do homem na crise e nas catástrofes ambientais, comprovados por pesquisas científicas diversas, por um consenso científico, tendo em vista a coincidência entre o progresso industrial e o desenvolvimento do capitalismo e a concentração na atmosfera dos gases com efeito estufa que causam o aquecimento global. O tema geral é mantido nos diferentes discursos ambientalistas, mas neles são acentuados subtemas diversos. As atividades humanas responsáveis pela alteração do meio ambiente, por exemplo, o uso de combustíveis fósseis e a emissão de gases estufa, as mudanças de uso do solo e o desmatamento, com a diminuição de áreas verdes e assim por diante. Outro subtema, a necessidade de mudanças nas ações humanas e no modo de conviver do homem com a natureza. O caráter imprescindível dos esforços individuais que criam, a longo prazo, uma nova cultura, mas também, a curto prazo, a necessidade de soluções advindas de decisões e acordos políticos nacionais e internacionais. A importância de se combater o discurso do negacionismo climático, que atrapalha ou mesmo impede essas mudanças. O risco, se nada for feito, de maior frequência de catástrofes climáticas que causam mortes, destruições, problemas econômicos e de saúde. Nesses discursos, a questão temporal é relevante para a construção dos sentidos. O passado, antes da Revolução Industrial, em que não havia meio ambiente, em que a natureza era paisagem, obra divina e fonte de recursos, é marcado positivamente. O discurso ecológico ambientalista criou o meio ambiente, atribuiu o traço negativo ao presente e ao homem que nele vive, e que, até então, era considerado, nos discursos dominantes, herói do progresso e da industrialização. Quer dizer, esse discurso atribuiu o discurso ambientalista, ecológico, atribuiu a esse homem antes herói o papel de vilão, de destruidor da natureza, da própria terra e da humanidade. Há nesses discursos uma mistura de manipulação por intimidação, a ameaça de destruição da terra, por provocação, será que você é capaz de reverter essa situação? E por sedução, você pode sim salvar o planeta. Alguns discursos insistem, por exemplo, em que já conseguimos recuperar boa parte da camada de ozônio, graças ao esforço de todos a partir do Protocolo de Montreal, 40 anos atrás. Ou seja, os discursos ambientalistas, de alguma forma, mostram que muitos dos nossos empreendimentos e descoberta de que nos orgulhávamos, que nosso modo de viver, em que nos sentimos bem, sem pensar nas desigualdades entre países e no interior de cada um, são ações e objetos de que devemos, em parte, nos envergonhar. A tarefa do discurso ecológico não é apenas a de mostrar que o planeta está em risco, que é preciso esfriá-lo, mas também a de nos convencer de que aquilo que chamamos de progresso fez alguns países mais ricos em detrimento de outros, algumas camadas sociais viverem com mais facilidades e felicidades
às custas de outras. Estudos e pesquisas mostram que são os países mais ricos e a parcela mais rica da sociedade que mais polui. Os africanos poluem menos, assim como os povos originários. Vale a pena ler sobre essas questões a encíclica Laudate Deum do Papa Francisco. Daí a facilidade com que uma parte da humanidade prefere acreditar nos discursos negacionistas, que justificam suas ações poluidoras e que não os obrigam a ser heróis que abandonam seu modo de viver, ainda que injusto, para salvar o planeta para seus netos e bisnetos. Na proposta de Henri Landowski, em que relaciona os regimes de interação e sentido e os de verdade, os discursos científicos ambientalistas estão no regime da programação, definidos pela regularidade, e seu regime de verdade é o da verdade provada, demonstrada. Esses discursos científicos ambientalistas começaram a surgir nos anos 90, e a eles já então se opuseram, os discursos que nos interessam aqui, os discursos negacionistas do clima. A ciência pode sempre ser contestada com novas propostas teóricas que expliquem a realidade melhor do que a proposta já existente. Os discursos negacionistas são, porém, aqueles que contestam consensos científicos, verdades provadas para o Landowski, a partir de argumentos sem ou com pouca fundamentação e que não podem ser testados e demonstrados. É o que acontece com os discursos negacionistas do clima, que desenvolvem como tema principal o de que as alterações climáticas devem ser creditadas a fatores naturais ou divinos. Em apoio a essa tese, procuro esses discursos desqualificar o discurso científico e os cientistas ambientalistas. Eles dizem, a ciência do clima é completamente incerta. Os cientistas ambientalistas formam um lobby, entre outros, e buscam cercear os direitos civis. O discurso ecológico é contra a modernização e o desenvolvimento econômico. A ciência está sendo manipulada para legitimar políticas de controle global das nações. Os discursos negacionistas, por sua vez, seriam, na proposta de Landowski, discursos do ajustamento e da verdade sentida pelo contágio, ou discursos do acidente, do acaso e da verdade revelada. Nesse caso da verdade revelada, as catástrofes climáticas são um castigo de Deus, uma espécie de novo dilúvio provocado pela perda de valores morais da humanidade, questões de aborto, de gênero, etc. E são esses valores, segundo esses discursos, que precisam ser mudados, os valores morais, e não o desmatamento, a emissão de gases, o uso de carvão e de petróleo. Vejamos 2 exemplos dos discursos negacionistas em relação ao clima. Um é este. O primeiro é uma capa da The Economist, que me foi fornecida por uma doutoranda, Cíntia Coelho da Silva. Ele é de 19 de abril de 1990, bem no início do negacionismo climático, e desenvolve claramente o tema principal do negacionismo. Com a frase, como o clima muda, ele responde, as alterações climáticas devem ser creditadas a fatores naturais ou divinos. A natureza aparece como paisagem bucólica, com árvores, flores, aves e borboletas, sol e neve, alterada ciclicamente, conforme marca o relógio, sem ameaças ou catástrofes. O segundo é mais triste para nós, é de Ricardo Felício, professor de geografia deste prédio,
da Universidade de São Paulo, mestre em meteorologia e doutor em geografia física, extraído de um artigo que é Frio e Congelamento Inegáveis, de maio de 2025, bem recente, publicado na revista Oeste, que se apresenta essa revista como a primeira plataforma de conteúdo 100% comprometida com a defesa do capitalismo e do livre mercado. Bom, o texto dele, eu peguei um pedacinho só, é o seguinte: a turma do alarde climático gosta de mostrar que qualquer evento meteorológico é prova de aquecimento global, entre aspas, quando, na verdade, fazem parte da variabilidade natural do tempo. Claro que também confunde esses mesmos quadros com clima, o que é lastimável. Atualmente, quando a situação se inverte, enquadro qualquer caso como oriundo das mudanças climáticas, entre aspas, todas elas causadas pelas atividades humanas. Mas nem sempre foi assim, porque há alguns poucos anos, quando as temperaturas baixaram significativamente em ambos os polos, eles conseguiram apontar que as ocorrências de frio com alta precipitação de neve eram também oriundas do aquecimento global. Aquece o planeta e neva mais. Bom, o artigo negacionista de Ricardo Felício diz explicitamente que não há aquecimento global e que as mudanças de clima fazem parte da variabilidade natural do tempo. Mas, além disso, o artigo dele ataca, ridicularizando, desqualificando, ironizando o discurso científico ambientalista. A turma do alarde climático confundem esses quadros com clima, eles conseguiram apontar, aquece o planeta e neva mais. Mas há também, ou sobretudo nesse discurso, uma coisa um pouquinho diferente dos discursos negacionistas, uma tentativa de contrapor uma verdade provada, a do consenso científico dos discursos ambientalistas, a outra, entre aspas, verdade provada, a de professores universitários negacionistas. Bom, passemos para a terceira e última parte, os discursos negacionistas e a política. Os discursos negacionistas, além de dialogarem com os discursos da ciência e da história, levam a um retrocesso em relação aos costumes e retomam e assumem posições políticas de extrema-direita que pareciam já superadas. Dessa forma, um dos papéis desses discursos é o de contribuir para a formação da chamada pós-verdade, para a criação de valores e crenças que sustentem os valores de determinados grupos e partidos, em última instância, para produzir as condições em que possam germinar outros tipos de discursos mentirosos, como as fake news. Assim, por exemplo, como a extrema-direita no Brasil prega o nacionalismo intenso, ela precisa relacionar o nacionalismo do nazismo e do fascismo não mais à extrema-direita, mas ao comunismo e à esquerda em geral. Foi o que tentaram fazer, há não muito tempo, o então chanceler brasileiro Ernesto Araújo e o então presidente Jair Bolsonaro. Nos discursos de negação da ciência e da história, essa negação não é um programa de base principal, e sim um programa de uso, com o qual o negacionista busca outros valores. É mais um meio para atingir outros fins. Evitar que a ciência ou a história ameace seu modo de vida, como eu mencionei antes, seu conforto financeiro, sua liberdade econômica, ou que eles justifiquem a intervenção do Estado e dos organismos multilaterais em suas formas de vida. Em última instância, também contrapor-se e atacar os que põem em risco esse modo de viver, em geral, à esquerda. Embora negue a ciência, não se trata, no negacionismo,
de um discurso sobre ciência. Ou seja, não dá para responder a eles com mais ciência, certo? E sim sobre ideologia, política, economia, privilégios, dinheiro, poder, principalmente no negacionismo do clima. Nos Estados Unidos, esses discursos estiveram sempre relacionados ao setor petrolífero. No Brasil, sobretudo, ao agronegócio. Em ambos, ao capitalismo em geral. As pesquisas científicas mostram que a maior causa de emissões de dióxido de carbono no Brasil é o desmatamento feito para a expansão da agricultura e da pecuária. O agronegócio brasileiro patrocina cursos e palestras com professores universitários negacionistas, como Ricardo Felício ou Luiz Carlos Molion, professor aposentado, sobrou para vocês também, da Universidade Federal de Alagoas, pagos por eles, pelo agronegócio, em que se diz, esses cursos dizem que o aquecimento global é um mito, uma fraude, que o clima varia por causas naturais, sem influência da ação humana, que a finalidade dos discursos ambientalistas é a de segurar os países em desenvolvimento, como o Brasil, e a de criar um poder global regulador. Esses cursos são oferecidos em faculdades de agronomia e em sedes de empresas e associações ruralistas. O agronegócio, gente, não é contra a ciência, que ele usa em suas atividades, mas a ela se opõe quando vai de encontro a seus interesses, regulamentação florestal, de desmatamento, entre outros. Queremos terminar retomando a encíclica Laudate Deum do Papa Francisco. Quando lemos a encíclica, pensamos que a leitura dela substituiria com vantagens o texto que apresentamos. O Papa Francisco faz uma análise primorosa dos discursos negacionistas do clima e concluímos com ele usa isso para concluir e eu também vou usar para minha conclusão, ele diz, faz arrepiar quando nos damos conta de que as acrescidas capacidades da tecnologia proporcionam àqueles que detêm o conhecimento e, sobretudo, o poder econômico para o desfrutar, um domínio impressionante sobre o conjunto do gênero humano e do mundo inteiro. E mais adiante, houve momentos da história em que a admiração pelo progresso não nos permitiu ver o horror de seus efeitos. Muito obrigada. Fiquei no tempo? Ficou. Até um pouquinho menos. Muito obrigado, Diana. Diana, muito obrigado. Nós vamos dar continuidade à sessão, ouvindo, então, o professor Denis Bertrand. Eu vou dizer rapidamente um pouco a respeito do nosso palestrante convidado, nosso segundo palestrante convidado, que compõe a mesa juntamente com a professora Diana. O professor Denis Bertrand é ex-orientando de Greimas. Isso é título. O professor Denis Bertrand é professor emérito de literatura francesa e semiótica do discurso na Universidade de Paris 8, Vincennes, Saint-Denis, em Paris. Foi presidente da Associação Francesa de Semiótica. Teve uma série de outros cargos importantes também ligados à área. Realiza pesquisas a respeito dos discursos estéticos, sociais e políticos, notadamente. É autor, do mesmo modo como a professora Diana, autor de uma lista muito impressionante de
de obras, das quais vou destacar apenas alguns livros. Ele é autor do volume Caminhos da Semiótica Literária. Eu não sei se ele sabe que ele é o autor desse livro. Précis de Sémiotique Littéraire, a edição francesa é do ano 2000, original. A tradução brasileira realizada coletivamente pelos membros do grupo CASA, Cadernos de Semiótica Aplicada, de Araraquara. A tradução brasileira foi publicada no ano de 2003. Eu estou mencionando assim, sublinhando, porque Caminhos da Semiótica Literária é uma obra, desde então, de presença obrigatória em toda a bibliografia séria, praticamente, de obras de semiótica entre nós. Também é o autor do livro Parler pour convaincre, Rhétorique et Discours, da editora Gallimard, em 1999. É um dos organizadores da obra La Transversalité du Sens, que saiu pelas Presses Universitaires de Saint-Denis em 2006, com Michel Constantini e outros colegas, organizadores do volume. Um outro livro intitulado Régime sémiotique de la temporalité, la flèche brisée du temps, que foi publicado pelas Presses Universitaires de France em 2007, nesse caso em colaboração com o professor Jacques Fontany. Eles organizaram uma obra, um extenso volume, com muitos colaboradores, e até mais recentemente uma outra obra intitulada La parole aux animaux, condition d'une extension de l'énonciation, juntamente também com Raphaël Orain, Michel Constantini e grande elenco. E então, bem, a lista continuaria longamente. Eu vou apenas deixar sublinhados esses títulos para a nossa lembrança, e muito honrado pela companhia do professor ao meu lado, eu passo diretamente a palavra a ele. Denis, tu as la parole. C'est moi qui fais le changement. Okay. Et quelle direction? Non. Ah. Oui. Toujours vers la droite. Ok. Merci beaucoup. Merci Ivan pour cette présentation. Et je voudrais d'abord, en vous saluant, remercier les organisatrices et les organisateurs de ce grand congrès, de m'avoir fait l'honneur de prendre la parole devant vous, avec Diana. Et je remercie particulièrement Renata pour ce travail extraordinaire de préparation, d'organisation, qui nous réunit tous ici. Bravo, formidable. Alors, je dirais pour commencer que nous avons confié à une machine le soin de traduire en portugais brésilien le texte des quelques diapositives que je vais présenter. Donc, je livre à votre interprétation cette traduction parfois peut-être originale. Et voilà. Donc, et je vais donc m'exprimer malheureusement en français, en essayant d'être aussi possible pour que chacune et chacun d'entre vous puisse comprendre le propos que je vais essayer de tenir complémentairement à celui qui a... Et je crois qu'on a une complémentarité d'approche qui paraît peut-être intéressante. Alerte à la désinformation climatique. Les fake news sur le réchauffement climatique ont le vent en poupe. On pouvait lire ce titre à la une du magazine Le Nouvel Obs le 9 dernier 2025. C'est que commence cette conférence que je vous propose sous le titre « Le négationnisme climatique et la mesure du sensible.
enjeu politique de la figurativité. La présence du thème général de ce congrès est aussi signifiée par l'absence. Lors de notre préparation de cette plénière, Diana a en effet proposé que nous abordions la problématique de la présence qui... C'est tout prêt ? Merci. Il faut être très près ou pas trop près ? Oui ? Ok. Donc, je répète, Diana... C'est bien là ? A proposé que nous abordions la problématique de la présence par ce qui la nie, par ce qui proclame haut et fort son absence. Je reprends un beau titre de Veronica Estay à propos des dénégateurs des crimes contre l'humanité par les dictatures latino-américaines. Elle formule ce titre, qui a été publié d'un article qui a été publié dans la revue Esprit. À mon avis, rien à signaler. Dérèglement climatique, rien à voir. C'est ce qu'on appelle le négationnisme. En 2014, j'ai codirigé pour la revue Actes sémiotiques un dossier intitulé « La négation, le négatif, la négativité ». Tu peux, je te fais signe à ce moment-là ? D'accord, je te signale. Très bien. La négation, le négatif, la négativité, la transversalité théorique était la marque de ce propos, puisque tout commence avec l'épistémologie fondatrice du geste structural, qui détermine par le négatif l'assignation première du sens, jusqu'aux formes sociales et politiques de la négativité, qui culminent dans le négationnisme. Depuis la grammaire de la négation jusqu'à ses déploiements rhétoriques, et même jusqu'aux méditations mystiques de la théologie négative, ce thème de la négation, du négatif et de la négativité embrassait en quelque sorte très largement le terrain d'interrogation, un terrain d'interrogation analytique pour la sémiotique. On peut passer à la suivante. La structure alors donnée à ce volume s'organisait en 3 parties. Premièrement, forme sémiotique du négatif en philosophie. Deuxièmement, le négatif entre langue et discours. Troisièmement, pratique du négatif. C'est à cette 3e partie que je me rattache ici, en questionnant la montée du climato-scepticisme sous les formes particulières de ce qu'on appelle aussi en France le dénialisme, forme apparemment atténuée, peut-être faussement atténuée, du négationnisme. Or, le dénialisme semble croître à proportion de l'imminence des catastrophes climatiques. Cette corrélation inverse, je renvoie ici à la sémiotique tensive, cette corrélation inverse me semble constituer en elle-même un titre de problème. Comment l'expliquer ? Mon hypothèse est que pour pouvoir expliquer cette corrélation inverse, disons, plus la menace s'approche et plus le dénialisme s'intensifie, mon hypothèse est de remonter dans l'expérience sensible que manifeste dans le discours la figurativité. D'où le plan que je propose de suivre en 4 parties. Premièrement, de la figurativité à la mesure du sensible et à sa démesure. Deuxièmement, une nouvelle problématique figurative, le dérèglement climatique. Troisièmement, plus méthodologique, pour comprendre le phénomène de l'extrémalité, de l'exclamation aux phénomènes extrêmes. Et enfin, 4e point, position politique d'assomption par certains d'un changement de paradigme ou au contraire de conservatisme dénialiste. Point suivant.
donc de la figurativité à la mesure du sensible et à sa démesure. Je parlerai ici des confluences de la figurativité. Mais tout d'abord, je dirais que j'inscris la présente intervention dans une continuité brésilienne et mexicaine. En effet, l'an passé, notre collègue et ami Valdir Bevidas m'avait invité à venir présenter ici même un séminaire sur la sémiotique de l'océan. La problématique s'est précisée cet hiver lorsque Luisa Ruiz Moreno et Maria Luisa Solis Zepeda de l'Université autonome de Puebla au Mexique m'ont invité à animer un séminaire sur la figurativité aujourd'hui. Ces deux sujets, bien entendu, convergent, aussi bien sur l'horizon théorique du figuratif, dont l'océan est un grand objet, avec ses investissements axiologiques que l'on connaît, que sur celui politique, de son rôle décisif dans le contexte du changement climatique. En effet, comme l'a déclaré très récemment Sylvia Earle, l'océanographe américaine qu'on nomme Her Deepness, tant elle travaille sur le problème des profondeurs océaniques, elle a déclaré ceci: il est urgent de prendre soin de l'océan, c'est une question de survie pour notre espèce. Fin de citation. Ça se passait lors de la conférence des Nations Unies sur l'océan qui s'est tenue à Nice, en France, du 9 au 13 juin dernier, il y a 15 jours. Entre la sémiotique de la figurativité, le réchauffement climatique et la dénégation politique des dirigeants aveuglés, il y a un grand écart, sans doute. Mais il appartient, à mon sens, à la sémiotique de chercher à combler ce genre de grand écart. Je dirais, partir de loin depuis la sémiose en acte, pour voir de près, tel pourrait être notre slogan. La figurativité, suivante peut-être, je crois que c'est ça. Non, avant, pardon. Oui, c'est ça. Oui, c'est celui-là. La figurativité est pour moi la porte d'entrée dans l'univers du sens et son foyer de rayonnement. Sa problématisation a été particulièrement féconde en sémiotique dans les dernières décennies du XXe siècle. Pensez aux nombreux travaux en esthétique, en art plastique et en littérature. On peut rappeler, par exemple, chez Greimas, l'articulation axiologique des structures figuratives élémentaires, le feu, l'eau, l'air, la terre. Dans son étude des deux amis de Maupassant, on peut rappeler aussi la syntagmatique du sensible au centre de l'imperfection en 1987, livre qui explore, dit Greimas, les voies figuratives du sens. Et puis, on peut dire, je crois, que le concept de figurativité s'est affaibli, peut-être jusqu'à s'évanouir dans les sémiotiques post-greimassiennes. Pourtant, ce concept est doué d'une remarquable faculté d'adaptation. C'est l'un des concepts les plus évolutifs de la théorie sémiotique, comme l'atteste le long chemin définitionnel parcouru depuis ses premières définitions structurales en termes de variation de densité sémique, jusqu'aux définitions phénoménologiques contemporaines reliant la figurativité à la sensorialité et aux modalités d'expression sensibles et affectives. D'ailleurs, nous avons intitulé, avec Jean-Claude Coquet, il y a à peine une dizaine d'années, un dossier pour la revue Littérature de Paris 8 qui reposait sur cette question: comment dire le sensible ? Dire le sensible concernait directement les dimensions perceptives dans la sémiose du monde naturel et figuratives dans la sémiose des langages du discours. Car la figurativité nous oriente simultanément vers le sémantisme à la fois concret et abstrait du langage en acte, vers le monde où nous vivons par la perception
et par conséquent vers l'instance corporelle, chair et subjectivité qui est l'inévitable présence jonctrice de toutes ces effervescences du sens. On peut considérer que la figurativité illustre ce que Merleau-Ponty appelait un concept fluent. Je dirais plus encore un concept confluent. C'est une sorte de garde-triage au centre de l'activité signifiante, instrument de transition, vecteur de distribution entre les différentes sources de production des significations. Depuis la perception sensorielle effective ou hallucinée, jusqu'au sémème et aux isotopies du discours articulé. Depuis les compositions lexicales, sémantico-lexicales figées par l'usage, jusqu'aux créations artistiques et littéraires qui les révoquent, les transforment et les réinventent. Depuis l'efficacité persuasive, en rhétorique c'est le templum, c'est l'exemplum qui vaut comme preuve, jusqu'aux figures stratégiques de l'élocutio, avec ses quelques 8000 tropes, et jusqu'au plaisir enfin mimétique de l'expérience poétique, picturale ou filmique. Je dirais que la figurativité franchit les frontières des langages, visuels, verbal certes, mais aussi tactile, gestuel, auditif, olfactif. Elle s'inscrit sans solution de continuité entre parole et perception, jusqu'à son pouvoir de refiguration de l'expérience sensible par le discours. Je dirais, c'est le concept de refiguration, je l'emprunte à Paul Ricoeur. Le tout façonné au fil des siècles par la praxis des communautés linguistiques et culturelles. La figurativité est donc, à mes yeux, au cœur du faire sens. Voilà, j'ai fini mon petit couplet en hommage à la figurativité. Ces considérations introductives justifient le désir de réactiver aujourd'hui la recherche dans ce domaine. En effet, sous son apparente simplicité, ce concept de figurativité pose de redoutables problèmes aux théoriciens. Or, il se trouve qu'un événement est apparu que je considère comme le surgissement d'une nouvelle problématique figurative, le dérèglement climatique. Les orientations que je viens d'esquisser comportent en effet une large dimension spéculative, mais il y a aussi une dimension analytique conduisant à d'éventuelles découvertes théoriques. On le sait, la figurativité s'est développée en sémiotique comme concept à travers la sémiotique textuelle, à travers l'analyse textuelle elle-même. Et son champ concerne en premier lieu des analyses de discours qui sont autant de mises à l'épreuve. Or, voici qu'un phénomène nouveau est apparu depuis une bonne cinquantaine d'années et qui s'est placé au cœur de toute expérience vive, le changement climatique, dont on sait maintenant qu'il n'a rien d'une crise. Une crise, ça se résout. Une transformation comme celle-ci, inscrite dans une suite événementielle de transformations, toutes orientées dans le même sens, ça s'appelle l'irréversible. Cela change le sens du sens. Cela crée un nouveau régime de sens. J'emploie le mot régime de sens au sens où Bruno Latour a intitulé son livre célèbre « Face à Gaïa », 8 conférences sur le nouveau régime climatique en 2015, et il introduit sa première conférence intitulée « Sur l'instabilité de la notion de nature » par ces mots. Vous voyez le texte ? Ça n'arrête pas. Chaque matin, ça recommence. Un jour, c'est la montée des eaux. Un autre, la stérilisation des sols. Le soir, c'est la disparition accélérée de la banquise. Au journal de 20 heures, entre 2 crimes de guerre, on nous apprend que des milliers d'espèces vont disparaître avant même d'être proprement répertoriées. Chaque mois, les mesures du CO2 dans l'atmosphère sont plus mauvaises encore que celles du chômage. Le niveau des mers ne fait que monter. Le trait de côte est de plus en plus menacé par les tempêtes de printemps. Quant à l'océan, chaque campagne de mesure le trouve plus acide. C'est le début, etc. Le philosophe nous immerge dans le figuratif. Il nous fait entrer, à partir du figuratif, dans le théorique. C'est cette irruption de la figurativité dans nos vies
qui change en réalité beaucoup de choses. D'abord, les nouveaux enjeux de la figurativité imposent un syncrétisme disciplinaire inattendu. Écologie, éthologie, biologie, chimie, géographie, politique, philosophie, esthétique sont, si on peut dire, dans le même bain. En théorie littéraire, par exemple, se développe, je crois de façon assez forte, l'éco-critique. Une nouvelle figurativité a donc fait irruption dans le langage, dont il nous appartient, en tant que sémioticiens, transiteurs de profession, d'en expliquer les tenants et les aboutissants. Ensuite, une question se pose. Quelle forme prend ce renouveau de la figurativité, déterminant sa place dans les discours en relation avec l'anxiété planétaire? Le réchauffement climatique concerne les axiologies figuratives élémentaires, vie-mort. Transformées par l'Anthropocène, l'eau, l'air, le feu, la terre. Mais il pose à leur égard une même et unique question, celle de leur déformation extrémale, celle de leur sortie de la mesure et du mesurable. Cette figurativité élémentaire est puissamment narrativisée. Elle est soumise à un même programme de disjonction quasiment invariant qui est nommé et qu'on appelle le programme des phénomènes extrêmes. Ouragans, méga-feux, inondations, glissements de terrain, sécheresse forment une chaîne de motifs bien identifiés, surgissant sur le mode concessif de la sémiotique tensive, celui de l'attente de l'inattendu. Les repères d'identification traditionnels sont perturbés jusqu'au poétique qui leur était associé. La suivante, s'il te plaît. Un documentaire sur les inondations ravageuses de juillet 2023 en Allemagne montrait dans sa première séquence un ruisseau charmant, les eaux bondissantes sur les cailloux. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent. Chacun reconnaît le Dormeur du Val d'Arthur Rimbaud. Et voici qu'en quelques heures, ce ruisseau, emblème de la poétique du romantisme au symbolisme, devient un torrent furieux, déferlant comme une vague scélérate, charriant des troncs et des rochers dans la boue, déchaussant les ponts, arrachant les arbres, emportant les maisons. On l'a vu en Belgique, en Espagne, en France, au Brésil, ces derniers temps, l'an dernier. Du point de vue de la perception et des représentations figuratives, l'ordre du sens est ébranlé par le désordre des sens. Les opérations de repérage indispensables pour identifier le sensible sont sorties de leur cadre. Le figuratif n'est plus contenu dans ce qui battait sa mesure. C'est à une dénarrativisation que nous assistons, découlant d'une décatégorisation qui elle-même découle d'une désémantisation. L'anthropologue Nastasia Martin, titulaire de la chaîne CNRS Habitabilité de la Terre et Transition juste à l'Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne, est une disciple de Philippe Descola. Elle déclarait récemment, je cite, « Les grands cycles géochimiques ne connaissent pas de frontières et la question posée par le changement climatique, c'est la question de ces éléments, l'air, le feu, l'eau, la glace, la terre, la roche. Ce sont ces éléments qui sont en train de se lever avec le changement climatique. Ils sont en train de devenir complètement hors de contrôle. Cet effondrement et ce sens commun qui ne fait plus sens sont en train d'intervenir partout. Autre exemple, et je ne m'aimais pas dans ceux de Diana, le pape François, dans son encyclique Laudato Si, associe l'effondrement de l'univers figuratif à la destruction du Jardin d'Éden, au renversement narratif du destinateur, la terre sœur, proche de Gaïa, victime de l'hubris de l'homme. Cette sœur, notre maison commune, crie
en raison des dégâts que nous lui causons par l'utilisation irresponsable et par l'abus des biens que Dieu a déposés en elle. Nous avons grandi en pensant que nous étions ses propriétaires et ses dominateurs, autorisés à l'exploiter. La violence qu'il y a dans le cœur humain se manifeste aussi à travers les symptômes de maladie que nous observons dans le sol, dans l'eau, dans l'air et dans les êtres vivants. Et on lit, au début du paragraphe 116, « Dans la modernité, il y a eu une grande démesure anthropocentrique qui, sous d'autres formes, continue aujourd'hui à nuire à toute référence commune et à toute tentative pour renforcer les liens sociaux. » Fin de citation. Nous nous trouvons là face à la problématique de l'extrémal, d'où le point suivant de l'exclamation et valeurs extrémales. Antoine Cuglioli, linguiste français bien connu pour son inventivité et son travail sur les opérations énonciatives, sur la linguistique des opérations énonciatives, a proposé dans un ouvrage intitulé « La quantification et ses modulations qualitatives », ouvrage publié en 1992 par Jacques Fontanille, publié aux presses universitaires de Limoges. Cuglioli a proposé une étude que je trouve remarquable sur l'exclamation. Il y développe une véritable théorie des valeurs extrémales. L'énoncé exclamatif s'explique par ce dont il se sépare, par ce dont il est le négatif. Chercher ses propriétés dans le recours au degré ou à l'intensité du type « mais qu'est-ce qu'il fait chaud ?» implique évidemment un repère, un point de référence. Qu'est-ce qu'il fait chaud par rapport à quoi? Par rapport à quelle base? Par rapport à quelle norme? À quelle moyenne? À quelle stabilité cette extrême pointe se forme-t-elle? Pour Cuglioli, la stabilisation repose sur une opération fondamentale relative à l'existence d'un domaine notionnel. Il écrit, je le cite, que toute stabilisation que toute stabilisation implique qu'il existe des repères absolus à l'abri de la précarité et des accidents. À l'abri de la précarité et des accidents, on est là, qui servent de centre organisateur des représentations. Fin de citation. Nos échanges verbaux standardisés fonctionnent sur des situations calibrées et prévisibles, produits de la praxis énonciative, autour desquelles chaque énonciateur peut broder, il peut modaliser, il va introduire des jugements de valeur, il va changer de registre. Bref, il va manipuler le domaine notionnel de base, doté de ses propriétés stables et fermes. Ces propriétés stables et fermes sont établies par la pratique communautaire de la langue, c'est l'impersonnel de l'énonciation qui assure notre partage du sens. L'exclamation prend en charge cette stabilité et elle en confirme les propriétés, mais elle les déborde, elle leur fait franchir une limite, elle leur fait franchir la borne qui relevait de la mesure ou du mesurable. C'est toute la différence entre ces deux petits exemples que je vais vous donner. Alors je ne sais pas si la traduction en portugais est convenable, mais en français ça donne ceci. Valdir m'a offert un très bon whisky. Ou Valdir m'a offert un de ses whisky, je ne te dis que ça. Vous voyez la différence entre les deux. Dans le premier cas, on reste dans une mesure étalonnée et on indique une position sur l'échelle, en haut de l'échelle en l'occurrence. Dans le second cas, l'énoncé déborde tout étalon explicite, toute valeur de référence, il ouvre un horizon extrémal toujours repoussé. C'est pourquoi d'ailleurs, dans la deuxième formulation, il m'a offert un de ses whisky, il est impossible de décider de l'orientation qualitative. Était-ce un whisky excellent ou était-ce un whisky infect? D'accord, je t'en prie. Eu vou apenas fazer uma tentativa de tradução, enfim, assim, na medida da possibilidade.
Apenas a tradução desses dois enunciados que o professor está destacando para fazer a comparação entre aquilo que, digamos, permanece dentro de limites compreensíveis e aquilo que extrapola esses limites compreensíveis. O primeiro enunciado foi: o professor Valdir Beividas me ofereceu um excelente whisky, um très bon whisky. E o segundo que seria o caso a propósito, e o segundo enunciado, il m'a offert un de ses whisky, c'est bien ça? Un de ses whisky. O segundo, CES, un de ses whisky. Mais ou menos, ele me ofereceu um whisky, mas precisa da prosódia, entende? Porque aí isso é a ultrapassagem de um limite. E essa ultrapassagem de um limite também é produtora, às vezes, ela é potencialmente produtora de uma ambivalência da avaliação do whisky recebido, que pode ser muito ruim e pode ser muito bom. Só no segundo caso, não no primeiro caso, essa instabilidade que está sendo assinalada pela ultrapassagem dos limites. Fecho dizendo apenas que, na verdade, seria o caso de pensar em oferecer um whisky ao professor Valdir, que é o aniversariante de hoje. Fecho. C'est son anniversaire. Oh! Bravo. Bref, plus abstraitement, c'est ce qu'exprime... non, suivant, s'il te plaît. Suivant? Oui. C'est ce qu'exprime... Ah bon, on a les whisky, là. On a les whisky, hein. On a le whisky. Mais avec cette traduction, on ne voit pas la... On voit pas la différence. Ah oui, d'accord. Oui, ce sont des différences subtiles, mais révélant des opérations énonciatives au sens de Cuglioli, dont l'enjeu est décisif, en réalité. Et ce qu'il exprime, c'est ceci. Ce qu'indique l'exclamative, c'est qu'il n'y a pas de valeur de référence définie et ultime. Fin de citation. On se trouve alors en dehors des cadres de quantité-qualité qui déterminent l'occurrence en question. Le disciple exclamatif ne s'y retrouve pas. La mesure qui encadre cette occurrence n'épuise pas le disciple. Car, précise avec force Cuglioli, nouvelle citation, ce que dit l'exclamative, c'est l'ineffable d'une occurrence finie rapportée à l'illimité d'une qualité. L'exclamative porte sur le gradient d'une échelle. Ce gradient fonctionne comme un curseur qui indique une relation avec l'attracteur, c'est l'objet, le whisky par exemple ou autre. Or ici, le curseur fait sortir cet attracteur du cadre du disciple. Et l'exclamation renvoie, selon la dernière formule de Cuglioli que je citerai, elle renvoie à l'indicible du degré extrême. L'indicible du degré extrême. Eh bien, c'est ce qui arrive avec les univers figuratifs dans le contexte du dérèglement climatique. On se trouve même au-delà des possibilités de l'exclamation. Si je dis à Nouvelle-Orléans, par un ouragan de force 5, il y a un de ces vents, je ne te dis que ça. Ou bien si je dis à Paris aujourd'hui, pour faire chaud, il fait chaud. Il fait 41 degrés à Paris aujourd'hui. Pour faire chaud, il fait chaud, hein, c'est pas Dieu possible. On voit bien que les termes figuratifs disponibles pour nos hypotyposes ne suffisent plus. D'ailleurs, il est intéressant d'observer actuellement l'intense production lexicale et métaphorique dans le vocabulaire météorologique. Une goutte froide dans un anticyclone provoque des orages démentiels. Un dôme de chaleur enferme et intensifie la chaleur comme le couvercle d'une casserole sur de l'eau qui bout. Face à ce phénomène, que faire? C'est mon dernier point. On entre ici dans le champ du politique. Et je propose sous le titre que vous voyez, c'est ça, Assomption écologiste d'un changement de paradigme assumé ou conservatisme dénialiste. Face à cette nouvelle sémiose, quand le figuratif vient heurter nos expériences sensibles,
quand il les ouvre sur l'inconnu. Deux attitudes, elles-mêmes extrémales et formellement antagonistes, se manifestent. Pour en rendre compte, j'associe l'analyse figurative et la théorie des instances énonçantes, simultanément perceptives et langagières. Les instances qui relèvent de la physis et ou du logos, pour reprendre les termes de Jean-Claude Coquet. Il y a en effet, d'un côté, la forme que l'usage a donnée aux objets du monde, tels qu'on les nomme, vivants et non vivants, produits par la praxis énonciative de la masse parlante. À partir de la nomination, se projettent nos interactions avec ces objets. Et il y a, d'un autre côté, indissolublement liées, les instances opératrices des sémioses, les positions de sujet. Donc mon point théorique consiste ici à intégrer l'univers figuratif des langages dont nous avons hérité, c'est l'usage, avec les expériences signifiantes, perceptives et énonciatives effectivement vécues, actuellement et encore plus certainement demain, ce changement climatique oblige. Schématiquement, se dégagent donc deux grandes positions de discours confrontées aux puissances extrémales. Position que j'appellerais provisoirement la révision paradigmatique ou l'utopisme assumé de l'écologisme, et deuxième position, le conservatisme syntagmatique ou les manipulations halétiques du dénialisme. Quelques mots sur chacune de ces positions, pratiquement pour conclure. La révision paradigmatique ou l'utopisme assumé de l'écologisme. Cette première position conduit à repenser en profondeur l'usage de la figurativité et de sa narrativisation bien profondément ancrée dans notre culture. C'est à une révision paradigmatique que cette position conduit, et même, je dirais, à une révolution paradigmatique assumée. Le sujet met en question ses automatismes perceptivo-langagiers. Il renonce à ses pratiques de non-sujet qui lui faisaient accepter comme un automate des énoncés stéréotypés du genre « l'homme est propriétaire de la nature et la domine ». Dieu lui a donné la nature pour qu'il l'exploite. Tous ces énoncés, et d'autres, sont relatifs à un perspectivisme non assumé. On peut penser au débat récent, en France en tout cas, sur la règle grammaticale bien connue, sur l'accord des adjectifs en français après une série de noms féminins et masculins. La règle est dictée par les grammairiens du XIXe siècle. Le masculin l'emporte toujours sur le féminin. C'est évidemment grâce aux travaux de chercheurs tels que Philippe Descola, Bruno Latour, Anastasia Martin et bien d'autres qu'une telle révision figurativo-narrative est possible. Ainsi se trouvent aujourd'hui redéfinies les relations entre humains et non humains, entre culture et nature, entre vivants et non vivants. D'autres noms apparaissent pour d'autres relations. Voici que les objets, jugés auparavant inertes, non vivants, sont devenus des agentivités et des puissances d'agir. Voici que l'éthique de l'environnement reconnaît des droits à des animaux, comme à des montagnes ou à des rivières. Les hiérarchies sont ébranlées et parfois bousculées. On comprend que le travail sémiotique sur le figuratif s'impose à la hauteur de ce qu'il doit être sur l'actentiel et sur l'instantiel. Quel rôle jouent les transformations figuratives élémentaires dans cet ensemble de processus réactivés, resensibilisés? Ne devons-nous pas repenser à partir de là, ou ne devrons-nous pas repenser la théorie de la figurativité? J'en donne un bref exemple. Reprenons ce que disait Anastasia Martin. Reprenons ce que disait Anastasia Martin. L'air, le feu, l'eau, la glace, la roche sont en train de se lever avec le changement climatique. Ils sont en train de devenir complètement hors de contrôle. Cet effondrement et ce sens commun qui ne fait plus sens sont en train d'intervenir partout. Mais elle ajoute, mais ce qui est différent, ce sont les outils qu'on se donne pour répondre. Ce qui ne fait plus sens ouvre sur l'incommensurable et appelle, exige, impose un changement de paradigme avec toutes ses implications syntagmatiques, c'est-à-dire narratives et passionnelles.
Et elle poursuit, Nastasia Martin, y a-t-il d'autres manières de traiter ces éléments, de les traiter autrement que comme des milieux abiotiques ou comme des flux géophysiques qui ne sont absolument pas des agentivités? Y a-t-il d'autres manières de s'y relier? Et quelles sont-elles? Quels sont les rituels qu'il faut performer pour tenter d'entrer en relation avec ces flux-là, alors qu'a priori, c'est quand même très compliqué de dialoguer avec une montagne ou avec une rivière. Voilà le chantier qui a été lancé et qui continue d'être mon terrain de recherche actuel. Et c'est alors qu'imprudemment, elle aborde les questions ethno-métaphysiques. Que peut-on apprendre? D'abord se rappeler que des formes de dialogue entre des entités de composition différentes, entre un humain et une rivière, un humain et une montagne et autres, sont possibles. C'est un travail ethnographique qui permet de se rendre capable de décrire les manières et les rituels mis en place pour se remettre en capacité de dialogue. Bien entendu, il faut retrouver en nous-mêmes les puissances de réinventer des formes de dialogue qui nous sont accessibles. Fin de citation. Alors on peut dire que la vieille prosopopée referait surface, et l'animisme serait de retour, même restauré par Descola. En réalité, nous sommes plus près de la phénoménologie que du spiritisme. Je pense ici à la réversibilité du regard du peintre dont parle Merleau-Ponty dans L'œil et l'esprit. Le peintre qui sait qu'il ne peut peindre l'arbre que quand il sent que c'est l'arbre qui le regarde. Partageons nos Umwelten. Tout cela est bien sûr très rapide, mais ce qui compte, c'est qu'une porte se soit entr'ouverte et que cette entr'ouverture sur l'outre-sens, comme disait le Grémas de l'imperfection, nous impose de penser une relation nouvelle entre nos figurations du monde et les instances qui les produisent. On comprend que tout cela fait rire les climato-sceptiques et les irrite. Leur discours fait aujourd'hui tellement fureur en France, à l'Assemblée nationale par exemple, par un effet de panurgisme trumpien ou bolsonarien, qui sait, en tout cas il fait fureur puisque des lois vont être votées cette semaine ou la semaine prochaine, rejetant et faisant reculer toutes les lois du droit de l'environnement. En tout cas, cet univers discursif qu'a déjà évoqué Diana tout à l'heure, dans des termes proches, mais d'autres termes, me conduit à esquisser très rapidement et très provisoirement, pour conclure, une typologie de ce que j'appelle le conservatisme syntagmatique ou les manipulations alétiques du dénialisme. On ne touche pas au paradigme. Les mots et les choses imposent leur nécessité de toute éternité. L'ordre syntagmatique en découle, le récit du monde doit être inchangé. Sur cette base, une modélisation du dénialisme climatique peut être envisagée, et en l'envisageant provisoirement, du plus polémique au plus contractuel. Elle comprend, à mes yeux, 4 attitudes épistémiques et pragmatiques qui nourrissent la conflictualité avec la position précédente et consolideraient par la dénonciation la position véridictoire du climato-sceptique détenteur du sens commun. Et on aurait, donc la première figure, la dénonciation, nécessité dans l'évidence du conflictuel. C'est la contre-attaque du renversement polémique. Les coupables de violence, ce sont les écologistes. D'où ces mots qui sont sortis récemment, d'éco-terrorisme ou de fascisme vert ou d'autres formes de la violence, politique dans le discours, si ce n'est dans les actes. Deuxième stratégie, la simplification, nécessité dans l'ordre institutionnel. Il s'agit de ce que j'évoquais à l'instant, du détricotage actuel à l'Assemblée nationale française des législations sur le droit de l'environnement. Au nom de la gêne du citoyen, des complications bureaucratiques et des entraves à la liberté seraient impliquées par ce droit à l'environnement. Et donc, en ce moment, on vote l'annulation de la loi contre l'imperméabilisation des sols, on vote
on vote pour la disparition des ZFE, zones à faible émission, qui ont été précédemment votées pour affaiblir, disons, permettre une meilleure respirabilité dans les centres-villes. On vote contre l'éolien, contre le solaire. On repromeut les néonicotinoïdes et les différents instruments chimiques le glyphosate. Bref, la manipulation à l'éthique consiste alors à s'appuyer sur le sens commun, gage de rassurance. Et puis on a troisième stratégie, la falsification. La falsification aux sciences scientifiques, c'est une nécessité dans l'ordre scientifique. La contestation des résultats scientifiques par d'autres résultats, conformément au principe popérien de réfutabilité. Le dénialiste prend prétexte du principe de falsification pour distinguer science de non-science et faire entrer ainsi l'argumentaire dénialiste à l'intérieur de la sphère scientifique. Et enfin, la naturalisation, nécessité dans l'ordre du monde. Les variations du climat sont naturelles et ne sont pas anthropogéniques. Et le changement climatique n'est pas nié, mais il renvoie à une nécessité du monde naturel d'ordre cyclique. La Terre a toujours connu des phases de refroidissement et des phases de réchauffement. La manipulation à l'éthique est ici adossée à la nature du monde et par conséquent à la banalisation du réchauffement lui-même. Conclusion. Quelles seraient, ce serait une investigation, quelles seraient donc ces raisons profondes du dénialisme? Serait-ce des raisons uniquement de type rétrospectif, c'est-à-dire la protection des intérêts acquis et des modes de vie et des façons d'être? Ou serait-ce des raisons prospectives, la peur conjurée par la fuite en avant? La rhétorique de la fuite en avant, définie comme le fait de poursuivre une action problématique en négligeant de considérer ses conséquences futures, est, je crois, à rapprocher de la structure du mensonge répété, garantissant par référent interne l'autoconviction. Quoi qu'il en soit, je dirais, pour la sémiotique, cette situation nous invite, nous sollicite et nous provoque. C'est un programme d'analyse et d'action qui, à mes yeux, est devant nous, à commencer par la réflexion sur la figurativité. Je vous remercie. Muito obrigado, professor. Nós vamos reservar alguns breves minutos para um pouco de discussão com as pessoas presentes. Enfim, aqueles que gostariam de talvez fazer alguma pergunta, alguma observação, uma crítica, um comentário. Levantou a mão o Ricardo, Máximo. Vamos começar por vocês, então. Ricardo, você começa? Precisa de um microfone. Obrigado. Queria agradecer as duas exposições da maior pertinência e apresentar uma pergunta em particular para a Diana, mas que recupera um elemento da figurativização que o Denis Bertrand problematizou, que seria o seguinte, Diana, com relação às estratégias, né, de convencimento, existe um mecanismo que a gente poderia chamar, entre aspas, de contágio, que é de muita relevância, ou seja, se uma determinada pessoa aponta aquilo como um objeto, eu vou aderir àquele texto, independentemente da esfera do inteligível dele. Ou seja, pouco importa a argumentação que está lá, se o destinador que o enviou é endossado por mim, então eu vou abraçar completamente o que estiver ali, e, novamente, você fica até impermeável à questão da argumentação, né? Ou seja, eu gostaria de ouvir você sobre esse problema, né, de como
há um esvaziamento, de uma certa forma, do aspecto do inteligível no texto, ele passa a ser simplesmente ou um objeto de valor ou um abjeto, né, dependendo da indicação, né, de um destinador. Esse é um mecanismo bastante recorrente. Na contemporaneidade, nós padecemos com ele. E o segundo, ele se mostra como uma aparente resposta a isso. Quando se pensa, por exemplo, na questão do Holocausto palestino, observou-se que, nas mídias sociais, paulatinamente, à medida que foram se repetindo os textos audiovisuais sincréticos, às vezes até utilizando elementos externos, como a trilha sonora, como enquadramentos particularmente bem colocados, né? Houve uma sensibilização, mesmo de setores conservadores da sociedade, que, ainda que não tenham, muitas vezes, abraçado, né, digamos assim, uma outra retórica, pelo menos recuaram no negacionismo com relação a essa questão. E aí eu perguntaria para você se esse mecanismo de figurativização, recuperando o Denis, né, a partir desses filmes na esfera do sensível, teriam de fato constituindo uma estratégia consistente para a oposição a essa problemática do negacionismo, nesse exemplo específico, pelo menos. Obrigado. Depois de dito sim, a gente pode explicar um pouquinho. Eu comecei na parte que eu estava falando sobre a veridicção, dizendo que, para operar aqueles percursos veridictórios, um dos quais é o do negacionismo, você tem que usar estratégias de dois tipos, para ganhar a confiança do destinatário e para buscar a sua adesão sensorial, emocional. Então, vejam, para ganhar a confiança, você vai buscar essas estratégias uma das estratégias é o discurso da autoridade, por exemplo, certo? Que é esse que você falou. Dependendo de quem diga, você acredita, porque você tem a estratégia de ganhar confiança. Então, por exemplo, na pandemia, para todos os discursos de fake news e negacionistas, de desinformação em geral, eram citados médicos, infectologistas, doutores em medicina e tudo isso para dizer as maiores besteiras possíveis, certo? Porque isso fazia acreditar, ganhava confiança. Era a primeira estratégia. A segunda, de buscar a adesão, aí você tem um leque de estratégias, entre os quais a figuratividade tem lugar privilegiado, certo? Porque, para você conseguir adesão sensorial, o sensorial é do nível figurativo. Então, o trabalho do Denis mostra claramente isso. Quer dizer, essa questão é fundamental para você ganhar essa adesão, que eu chamei de adesão emocional e sensorial. Figuratividade é uma das estratégias. E, provavelmente, ele tem razão, das mais importantes. Certo? Respondido? Obrigada. Merci, je vais poser la question en français. Merci pour ces propos. En vous écoutant les deux, je me posais une question et j'avais une perplexité. Je dois être honnête. Et je me demandais si on ne devrait pas quand même essayer de tracer une généalogie du mot négationnisme à partir de son origine et de quand il fut utilisé la première fois dans un livre de Rousseau, un intellectuel français, qui attaquait la négation de la Shoah, et notamment les cas qu'on connaît très bien, dont on se souvient de Forisson.
l'argument très connu du trou, selon lequel il n'y aurait pas eu de la Shoah parce que dans les camps Buchenwald, par exemple, on n'avait pas trouvé des trous par lesquels le gaz aurait passé. Voilà. Et bon, après, il y avait une nuance parce qu'on a commencé de parler non seulement de négationnisme, mais aussi de révisionnisme. Alors, ma perplexité, c'est sur la transition de l'objet. C'est-à-dire, dans les cas du négationnisme historique, l'objet, c'était la Shoah. Un fait historique, prouvé par une accumulation exorbitante d'évidence, par rapport à laquelle des gens comme Forisson a nié l'existence en s'appelant à des détails à la fin absurdes. Est-ce qu'on est dans la même situation par rapport au climat? Parce que moi je comprends et je partage les soucis, mais si l'on extende disons, l'attitude du négationnisme, de la négation de la Shoah, à la négation, par exemple, des vaccins et de son action positive, ou bien la situation climatique. Sans faire cette généalogie, moi je crois qu'on risque de mettre le négationnisme dans la même classe de concepts que les théories du complot, et encore plus avant, de l'idéologie, c'est-à-dire des mots qu'on utilise pour stigmatiser des pensées qu'on n'aime pas. Tandis que peut-être il y a des différences entre ces objets-là, c'est-à-dire il y a des faits historiques qui sont prouvés par une évidence absolument assourdissante. Il y a des phénomènes météorologiques, par exemple, par rapport auxquels il y a un débat, même parmi les scientifiques, qui est un débat sain, où il y a peut-être des positions qui sont plus fortes que les autres, mais par rapport à ce débat-là, peut-être on ne devrait pas demander des opinions à la Tour ou au pape ou à ces journalistes-là, mais plutôt à la société scientifique. Alors, voir classer parmi les problèmes à régler les falsificationnismes de Popper comme troisième point d'état liste, ça me fait problème, parce que, en fait, c'est exactement par ce falsificationnisme poppérien qu'on arrive à une connaissance plus approfondie, plus précise, moins floue, plus solide, par exemple, de ce qui arrive de l'environnement à cause de l'action humaine. Donc voilà, je me demande si peut-être l'expression que toi tu Denis as utilisée à la fin de ton exposé, c'est-à-dire climat sceptique, ne serait pas plus adéquate plutôt que déranger, utiliser, mobiliser les concepts de négationnisme qui a une histoire idéologique et un objet aussi qui est très lourd. Voilà. Oui. Alors on va répondre successivement. Merci Massimo. On va répondre, je crois, successivement. Écoute, je crois que la réflexion que tu proposes sur la généalogie lexicale est évidemment très légitime. Et c'est même cette raison très précisément liée à l'inscription historique et aux problématiques d'exclusion et d'élimination génocidaire liées au mot négationnisme, qui ont fait qu'un certain nombre de personnes, et de plus en plus nombreuses, choisissent ce mot que j'ai employé, qui est le dénialisme, qui n'est pas non plus le climato-scepticisme, qui est un peu différent, mais qui marque bien la polémicité. Le dénialisme, c'est dénier. C'est un acte négatif qui porte sur une argumentation.
Et donc ça évite de poser le problème de l'assimilation de la problématique de la négation du réchauffement climatique avec le négationnisme des crimes contre l'humanité et des crimes génocidaires comme ceux de la Shoah. C'est, je crois, extrêmement important parce que le problème après c'est celui d'une hiérarchisation qui lui se posait. Et donc c'est ma réponse. Hein. C'est ma réponse à ta question. Elle est limitée, mais je dirais que elle est contenue, d'une certaine manière, elle était contenue dans le choix du terme dénialisme, hein, qui était véritable. Pardon? Je ne sais pas s'ils ont le son. Ça marche le micro? Ça fonctionne? Il marche pas? D'accord. Ça marche. Bon, je pense que ça faire une généalogie, c'est toujours intéressant. Je n'ai aucun problème, mais je ne pense pas que ça soit nécessaire si le but est de montrer qu'il y a, et moi je crois que c'est négationnisme, vraiment, sur la question du climat. C'est de questions scientifiques. Vous avez vu que moi j'essayais de dire que le discours négationniste, c'était un discours qui niait un consensus scientifique. Alors, ce n'est pas l'opinion du pape. On a essayé de montrer que le pape pensait aussi à cette question et construisait un discours contraire au discours négationniste. Mais ce n'est pas à cause du pape qu'on a dit que c'était un négationnisme. C'était un négationnisme parce que ça s'opposait à un consensus scientifique. C'est ça. Alors, c'était vraiment un consensus scientifique. Même si la question ne tient pas à la science, même s'il y a ce négationniste universitaire qui essaie de s'opposer à ces questions scientifiques, ils le font sans que ça puisse suivre les principes de la science. C'est ça. C'est pour ça que je crois qu'il s'agit vraiment d'un négationnisme. Alors, j'ai dit, le négationnisme historique emploie des stratégies, des trucs qui sont différentes. Et si les mots ont commencé à être employés pour l'Holocauste ou pour la Shoah, alors, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, ils ne soient pas employés du point de vue historique pour nier, par exemple, une dictature, un truc comme ça. Tu vois? Je pense que le mot, il n'est plus employé seulement dans ce sens d'un génocide. De nier un génocide qui était bien prouvé historiquement, mais d'autres faits qui ont été aussi bien prouvés historiquement. Et du côté du négationnisme du climat et d'autres, par rapport à la vaccination, par rapport à ces choses-là, je pense qu'il s'agit vraiment d'un négationnisme dans le sens qu'il nie un consensus scientifique. Alors, on peut s'opposer à ces consensus scientifiques. C'est tout à fait possible. Mais c'est un discours qui nie un consensus scientifique. C'est ça. Si on n'est pas d'accord avec ce consensus, il faut le montrer et essayer de dire qu'il y a une autre science qui montre ça. Mais c'est ça que pour le climat, on n'arrive pas à le faire, par exemple. J'ai lu ce qu'ils disent du point de vue scientifique sur ça. C'est pas les gens de la science du climat disent que ce sont des bêtises, que c'est pas vrai ça, qu'on peut le montrer, le prouver, le démontrer, faire la démonstration scientifique et tout ça. C'est pour ça que je pense que on peut employer le même mot et que c'est quand même trop dangereux de relativiser ça.
Une deuxième question, c'est qu'on peut étudier vraiment un discours qui s'oppose au discours du négationnisme maintenant. Mais ça, c'est dans le parcours que j'essayais de montrer, qu'il y a un parcours qui s'oppose aux faits historiques, aux préjugés structurants dans le monde, un préjugé structural. Alors, le discours qui s'oppose au négationnisme entre dans cette catégorie. Ils vont essayer de montrer que le négationnisme est un préjugé. Et s'ils peuvent le faire, alors c'est une autre question. Mais c'est dans un autre chemin véridicatoire. C'est ça. Bom. Merci beaucoup. Pessoal, eu acho que a gente já estourou bem o tempo, eu preciso devolver aqui. Mas eu só, você termina, Iva? Havia alguém que queria ainda fazer uma pergunta? Não sei. Não. Ninguém quer fazer uma pergunta. Não, mas ela não quer. Vamos fazer o mecanismo das perguntas em conclusão. Será o nosso único negacionismo aqui, esperamos. Mas o tempo, né? O tempo é premente. Nós temos que devolver o auditório, não é, Renata? Isso, e eu tenho uma sugestão. Aqui fora, agora, estão 17 alunos de graduação que estão apresentando seus posters. Então, eu peço que, se vocês puderem dar um apoio, né, visitando os posters deles, eu acho que seria muito legal. E as pessoas que quiserem fazer a pergunta para o Denis ou para a Diana, já aproveitam e fazem a pergunta ali fora, olhando os posters, e aí a gente, né, já junta tudo, todas as discussões no mesmo tempo. E uma outra coisa que eu gostaria de dizer, que está aqui fora, convidar todo mundo, é a exposição Os Pobres Exóticos, Fotografia e o Projeto Civilizatório. São essas fotos que vocês veem aí fora, que foi uma cortesia do professor Maurício Zoen, e é uma exposição muito bonita, então visitem também, tá bom? Então, obrigada, gente. Obrigada.